Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors on aime bien le voir le monde d'une manière binaire et donc sur le plan humain, il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Et oui, pourtant il existe des personnes qui ne se reconnaissent pas vraiment dans l'une ou l'autre de ces catégories. Et ça existe, figurez-vous, depuis très très longtemps, bien avant notre ère. Et c'est vrai que depuis quelques années, on en parle un peu plus, ce qui fait penser qu'il y en aurait beaucoup plus et de plus en plus. Alors je vous propose qu'en compagnie de Marie-Laure Peretti, qui s'est penchée sur ce sujet il y a longtemps, puisqu'elle avait fait sa thèse sur le transgenre, nous parlions aujourd'hui de cette transidentité, pour utiliser le mot exact. Alors de ces personnes donc qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe biologique et qui ont donc envie de prendre l'apparence de l'autre sexe. Et donc, ils étaient hommes, ils ressemblent à des femmes et vice-versa. Alors, rassurez-vous, non seulement elles ne sont pas si nombreuses que ça, même si on en parle énormément dans les médias, mais en plus, c'est pas contagieux. D'ailleurs, je me demande bien en quoi ça pourrait déranger un bon hétéro qu'il y ait des personnes trans. En tout cas, je vous pose la question. Si vous avez envie de pousser un coup de gueule, c'est le moment ou jamais. Alors, c'est évidemment, bien sûr, la peur de l'inconnu, la peur que tout foute le camp, et donc on a envie toujours que les choses soient bien pareilles, bien concrètes. Bon, et donc on va essayer pendant ces 2 heures de vous rassurer. Cela étant dit, je peux tout à fait comprendre que pour un parent, voir son ado se poser des questions sur son identité sexuelle, ça peut être perturbant, et ça, je crois qu'on peut tous l'entendre. En tant que parent, on a toujours envie que notre enfant soit comme nous. Alors, vos questions, vos témoignages, vous le savez, c'est au 0826 300 300. Bonjour Marie-Laure Peretti. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, sexologue également, et vous aviez écrit un livre, transsexualisme, une manière d'être au monde. C'était aux éditions La Matin, ça remonte à une bonne quinzaine d'années, je crois. Oui. Au moins. Oui. Livre que j'avais lu très attentivement. Vous connaissez très très bien le sujet. Alors, d'abord, première question, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup plus aujourd'hui ? Je pense que c'est surtout la lisibilité, la visibilité qui est bien meilleure. Et peut-être avec une focalisation d'ailleurs sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait beaucoup parler. Oui. Donc c'est... Non, après à d'autres de répondre à cette question, mais je ne crois pas qu'il y en ait plus. Ça a toujours été là, toujours existé. Il y a toujours eu des personnes qu'on appelait autrement d'ailleurs, même quand ça remonte à l'Antiquité. On parlait de métamorphose, on ne parlait pas de transidentité, transgenre. Mais ça a toujours existé, bien sûr. Aujourd'hui, on les voit plus. Alors justement, dans la deuxième heure, on aura Axel Léotard, que vous connaissez bien, qui va réagir parce qu'il a écrit justement un livre sur cette histoire de la transidentité. Et pour lui, ça remonte à l'époque de Sumer. C'est donc très longtemps avant notre ère. Moi, oui, je pense que les médias adorent parler de ce sujet parce que justement, c'est anachronique, ça fait parler, quoi. Ça fait parler, d'autant que ça... Quelque part, ça doit toucher quand même un fondamental qui paraît évident, alors qu'il ne l'est pas. Et ce fondamental, c'est par exemple, quand vous avez un enfant, la première chose qu'on vous dit, c'est tout de suite le sexe de l'enfant. C'est une fille, c'est un garçon. Et du coup, la différence homme-femme, elle est tellement posée de manière... idéologique finalement, on n'arrive pas à la remettre en question en se disant qu'un sujet 46XX devient forcément une femme et un sujet 46XY devient forcément un homme. Les personnes trans, la transgenralité, la transidentité nous a permis de nous rendre compte que pas tout à fait. Oui, mais en même temps, il y a aussi toute la question de la reproduction. On sait très bien que pendant des siècles, la société humaine était basée sur la sexualité reproductive. Oui, absolument. Ce qui aujourd'hui n'est plus tout à fait le cas. On le voit bien, puisque d'abord, beaucoup de femmes n'ont plus envie d'avoir d'enfants. Oui. C'est plus la famille n'est plus le centre de la société. Enfin, je veux dire, tout ça laisse à comprendre aussi que, après tout, pourquoi vouloir à tout prix que ce soit un homme ou une femme ? Oui. D'autant que la reproduction, en tout cas beaucoup dans l'Occident, dans ce mode de pensée-là, il appartient beaucoup à l'Occident.
où la sexualité était essentiellement hétérosexuelle et reproductive. Et effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit ça s'étend. Enfin, on prend en compte la dimension intime finalement et psychique de l'individu et non plus la sexualité comme reproduction. Exactement. Alors tout à l'heure, chez André Berkoff, on parlait de ce couple, Victoire et Matteo. Donc Matteo devenu homme et Victoire devenue femme, mais qui au départ donc biologiquement sont l'inverse, et qui ont eu un enfant. Alors évidemment, un homme qui est enceinte dans la rue, ça peut déranger, ça peut choquer, mais pourquoi en faire finalement un vrai débat, puisque c'est quoi, c'est peut-être un couple sur... Enfin, il y a peut-être 3 couples en France qui vont, dans les 10 ans qui viennent, agir comme ça. Enfin, c'est tellement anecdotique. Mais oui, ça concerne. Je me rappelle quand j'avais fait ma thèse de doctorat, j'avais appelé le centre, le CGL, à l'époque CGL TQIA+, maintenant, qui m'avait dit que ça concernait 0,001% de personnes. Donc, de quoi parle-t-on ? Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça interpelle parce que ça remet toute notre construction psychique d'être un homme ou d'être une femme en jeu. C'est pas que ça la remet en... Enfin, pour une personne qui est née biologiquement femelle, par exemple, et qui se développe en femme, ça veut dire que ça suit bien le schéma 46XX, sujet femelle se développe en femme. Sauf que d'abord, dans les formulations chromosomiques, on se rend compte qu'il y a des 46XX, autrement dit une femelle, qui n'est pas trans, c'est pas la question, c'est qu'il y a de l'intersexuation. Vous voyez, il y a en plus ça qui s'y mêle. Donc finalement, un individu né femelle et qui se sent homme, ça veut dire que son ressenti psychique d'identité ne correspond pas à son anatomie. C'est là qu'on va pouvoir parler de transidentité. Et si lui, son ressenti, c'est de se sentir homme, prenons en compte ce qu'il nous dit. Bien sûr, mais ça met peut-être, ça éveille peut-être en chacun de nous notre bisexualité psychique, parce que finalement nous sommes 2 femmes toutes les 2, mais on n'a peut-être pas le même pourcentage de féminité, vous et moi, enfin je veux dire, et c'est peut-être cette question-là qui dérange tant les gens. C'est-à-dire, alors du coup, d'abord qu'ils nous appellent. Oui, mais on va leur donner la parole. C'est bien sûr, Marie-Laure. Parce que ça voudrait dire que finalement, vous avez raison quand vous dites on n'a peut-être pas le même degré de féminité, mais si on s'amusait à le calculer, mettons, je ne sais pas comment, mais on s'amuse à le calculer, est-ce que ça nous dérangerait l'une et l'autre qu'il y en ait une qui ait plus de féminité que l'autre ? Ou de masculinité. Ou de masculinité. Alors, nous, certainement pas. Marie-Laure Peretti, certainement pas. Mais ça pourrait... on passe quand même, si vous voulez, au XXe siècle, c'était quand même très codifié. Chaque homme était comme ça, chaque femme était comme ça. Et plus on s'approchait, si je puis dire, des repères dictés par la société, mieux on se portait. Il faut quand même pas oublier que l'homosexualité était encore un délit jusqu'en 1982, je crois. Ouais. Bon, donc on voit bien quand même que ça a bougé assez rapidement tout ça. Donc c'est tout ça que ça remet en cause au fond. Ben oui, finalement, une société, la société d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni sera celle de demain. Ça veut dire qu'on est en permanence en train d'évoluer finalement. Absolument. Et ben c'est de tout ça dont on va parler. Et puis bien sûr, si vous vous sentez particulièrement concerné, si vous êtes vous-même trans, vous pouvez prendre la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Bon, vous avez compris que nous toutes les deux, on est plutôt tolérantes, hein. Mais si vous êtes totalement intolérant, ben écoutez, on vous donne la parole, c'est promis, et on ne vous coupera pas le micro, c'est promis. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Marie-Laure Peretti que nous abordons la question des trans, la transidentité, et on en parle, et on parle particulièrement vrai donc aujourd'hui sur Sud Radio. Avec Moana, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors justement, vous êtes trans, hein, c'est ça ? Oui, voilà, je suis ce qu'on appelle une femme trans, enfin... voilà, je me dis pas que je suis trans tous les matins en me levant. Non, non. Vraiment. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes femme. Oui,
Et même plus généralement, voilà, un être humain, une être humain, je me pose pas forcément la question en binarité masculin, féminin. Moi, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que au fond, c'est pas la revendication d'être une femme, c'est ne plus avoir envie d'être un homme. C'est ça ? Oui, et puis je pense que pour être heureuse, il faut être soi-même, authentique. Dans la vie, c'est un des secrets du bonheur, être soi-même. Moi, c'est un petit peu comme si dans la société on nous préparait un costume un costume de base, et moi je me suis fait un costume sur mesure, une vie sur mesure. Et dans le sens où j'étais très malheureuse quand j'étais en garçon. Et maintenant que j'ai une apparence féminine, que je me maquille, que je m'habille, j'ai un épanouissement qui est beaucoup plus grand. Je ne cherche pas des choses très compliquées dans ma tête, des explications très compliquées à pourquoi je me sens femme ou autre. C'est simplement, j'ai le choix entre un état dépressif en garçon ou malheureux, ou le bonheur et l'épanouissement dans une apparence féminine. Je pense que voilà, et je pense que la liberté d'être soi-même. Alors sur le transsexualisme, c'est une chose, le genre, mais de la même manière, quelqu'un ait envie d'avoir les cheveux verts, roses, un piercing, un tatouage. Moi, je suis assez. Non, Moana, c'est pas possible. Où est-ce qu'on va ? Finalement, vous mettez en avant quelque chose d'assez fondamental, enfin très très. C'est l'être humain. Finalement, vous dites, je suis un être humain. Et puis voilà, et c'est très bien comme ça. Et je ne fais de mal à personne. Enfin, j'essaye, du moins, de ne faire de mal à personne. Donc, je pense que... Et puis, selon les cultures, on en parlait, j'en parle souvent de cet exemple-là. Louis XIV se poudrait le visage, se maquillait, mettait des bas de soie. Selon les époques, le genre féminin aujourd'hui ou masculin, ou les attributs, l'extérieur, change beaucoup. Louis XIV avait des cheveux longs. Oui, mais même sur les couleurs, aujourd'hui c'est le rose pour les petites filles et le bleu pour les garçons, alors que c'était l'inverse il y a 3 siècles ou 4 siècles. Oui. Et alors moi, j'aime bien plus que transsexuel, transgenre, ces mots-là, moi je reste un peu sur mon groupe favori qui est Indochine, qui avait sorti dans les années 80, Troisième sexe. Oui. Et je me sens très avant-gardiste, parce qu'il fallait le faire en 1984 ou 6, sortir ça. Et moi, d'ailleurs, ça a été une révélation, cette chanson, je me suis dit, mais je me sens du troisième sexe. Femme, mais femme trans, j'aime aussi le mot troisième sexe. Troisième genre. Après, je pense, comme j'écoutais la présentation de la psychologue très intéressante, qu'il y a un mystère qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas tout en science aujourd'hui, en 2023. Il y a peut-être quelque chose de mystérieux. Peut-être que quand ma mère m'a portée, quand j'ai été enceinte, j'ai eu plus d'hormones ceci, plus d'hormones cela, un déficit, quelque chose. Peut-être que il y a peut-être un mystère. Pourquoi des gens sont comme moi, ne se sentent pas bien dans le genre de naissance, mais c'est bien qu'il y ait aussi un mystère. Alors moi, je voulais rajouter que j'ai de la chance parce que je suis photographe, je suis artiste photographe, je fais de la musique aussi, et dans ce milieu artistique, Bowie, c'est Travesti, Nicolas Sirkis d'Indochine, Robert Smith de The Cure, il y a toujours eu, c'est un milieu où on peut jouer avec les codes aussi pour dans une plus grande liberté que si j'étais banquière dans une banque ou assureuse. Voilà. C'est sûr qu'il y a des métiers où c'est plus facile de changer d'apparence sexuelle que dans d'autres. Parfois, oui. Parfois, on se dit aussi qu'il y a des milieux qui sont a priori tolérants et puis en fait, pas forcément. Donc, vous voyez, c'est Moana votre prénom ? Moana, oui. Ben, en tout cas, vous démontrez superbement que ce que vous pouvez être, qui vous pouvez être. Et c'est vrai que alors j'anticipe peut-être des appels. Mais excusez-moi, Moana, vous connaissez mon franc langage, Moana. Oui. Vous voyez, moi je vous entends, je vous sens tout à fait normal. Voilà, vous exprimez correctement, etc. Mais il m'arrive parfois d'avoir des personnes du troisième sexe, pour reprendre votre expression,
qui sont quand même un peu dans un délire. Et je crois que c'est ça qui vous nuit beaucoup. Vous voyez, et c'est peut-être là où il faudrait. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, pardon, bien sûr. Non, je comprends très bien. Il y a des gens dans tout, dans tous les milieux, dans toutes les revendications, qui sont un peu dans des excès ou des troubles. Alors moi, par ailleurs, je suis autiste Asperger. C'est aussi un diagnostic que j'ai, qui n'est pas une maladie, qui est un handicap, qui est aussi une particularité. Donc en inclusion sociale, j'ai déjà des difficultés avec mon autisme Asperger, et en même temps, je rajoute la difficulté de parfois la transophobie. Mais je pense que moi, je me sens parfaitement équilibrée. Par ailleurs, on peut sortir des clichés. Moi aussi, je vais avoir un franc-parler parce que je vous aime beaucoup, Brigitte, et voilà. Je suis par ailleurs chrétienne. Et oui, ça choque. Ça. On pense qu'on est forcément... Pourquoi ça choquerait? Alors là, excusez-moi, je comprends pas. Non, mais parfois on me dit « Ah bon ?» et voilà, parce que je peux avoir une spiritualité, je peux avoir aussi cette foi, parce que pour moi, dans la Bible, il n'y a pas un mot contre la transophobie du début jusqu'à la fin. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait les eunuques. Et les eunuques, c'était des hommes qui étaient castrés pour garder les harems ou pour se consacrer à Dieu au niveau de l'Antiquité aussi. Il y a toujours eu finalement des gens. Il y a un très beau film aussi que j'aime bien qui s'appelle Farinelli. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr, très joli film. Oui. Mais je pense que en même temps, j'ai été tellement malheureuse pendant longtemps à me conformer à. Alors ça nous intéresse, je pense, ça intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent. À partir de quel âge vous avez commencé à souffrir justement de ressembler à un petit garçon? Alors, dans l'enfance, je ne me considérais ni garçon ni fille. Je me sentais bien dans un corps avant la puberté. Ouais. Avant la puberté, je me posais même pas la question si j'étais garçon ou fille, j'étais moi. Et je jouais, je m'amusais, je faisais d'équitation, je montais à cheval, et voilà. Et ensuite, à la puberté, j'ai commencé à voir que j'avais pas du tout le même comportement que les copains, que j'avais pas du tout, j'avais plus des copines filles en amitié, que j'étais pas content de voir mon corps évoluer. Ça veut dire que vous vous sentiez plus à l'aise en compagnie de filles qu'en compagnie de garçons? Pour jouer, j'entends bien. J'adore les papotages. non, mais je plaisante, mais oui, je me sens une manière. Alors c'est très difficile quand on dit que c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme. Être une femme, il n'y a pas de définition. Il y a plusieurs milliards de femmes, il y a plusieurs milliards de façons d'être une femme. Il y a des femmes camionneuses, des femmes boxeuses, des femmes infirmières, des femmes. Et puis chacun a sa personnalité. Mais je me sens généralement dans une approche. Je sais pas, un feeling, quelque chose d'inexplicable, plus proche de la vision entre guillemets universelle féminine du monde, d'appréhension des relations humaines, d'appréhension des choses, et je me sentais mieux avec des copines pour papoter, pour parler, pour échanger. Et les garçons, leur rapport aux femmes, j'étais pas du tout dans ce rapport-là. En même temps, il y a eu donc l'adolescence qui a été un peu difficile à ce niveau-là. Je me demandais, on me disait, mais est-ce que tu es homosexuel? On me posait des questions. Est-ce que tu es homo à l'école, au lycée? J'ai dit non, je suis pas, je sais pas, je me posais pas toutes ces questions. C'est les interrogations des autres que j'absorbais et qui me donnaient leurs interrogations. Ça veut dire que vous aviez un comportement qui quelque part dérangeait votre entourage parce que vous n'étiez pas dans la bonne... Enfin, c'était pas cohérent, quoi. Oui, j'ai essayé de sortir avec des filles. C'était quasiment toujours la même chose. C'est soit t'es trop gentil, j'ai pas d'attirance pour toi, ou t'es pas un vrai mec. Combien de fois j'ai entendu de la part de filles, t'es pas un vrai mec, t'es pas un vrai homme. Voilà, ça je l'ai entendu énormément. Je t'aime bien, t'es super sympa, mais t'es pas un vrai homme. On va continuer à suivre votre parcours parce que je crois que ça intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent. Moana, merci en tout cas d'avoir pris la parole. On se retrouve dans un instant et puis ensuite on accueillera notre Sexy News Fleur Chérie. Et si vous avez envie de poser des questions à Marie-Laure Peretti, profitez-en puisqu'elle connaît bien le sujet.
Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors on va donner la parole à Fleur Chéri dans un instant, mais Marie-Laure Paretti, on continue à suivre donc le parcours de Moana, puisqu'on parle aujourd'hui de la transidentité. Moana, donc au moment de l'adolescence, les filles, vous ne vous trouvez pas assez viriles et en même temps vous étiez quand même attirée par les filles, donc si j'ai bien compris. Oui, alors un peu par conformisme aussi, parce que je pensais que c'était comme ça, qu'il fallait... Voilà, on n'a pas de connaissance à l'adolescence, vraiment on n'a pas de recul. Je pensais qu'il fallait aller vers les filles parce que c'était comme ça. Oui, alors je suis d'accord qu'on n'a pas on ne sait pas exactement quelle est notre réelle attirance, parce que là on parle plus de son identité, on parle de son attirance. Mais en même temps, je pense qu'à l'adolescence, on est quand même poussé de manière un petit peu justement pulsionnelle, plutôt vers le genre masculin ou le genre féminin, non, Marie-Laure Paretti? Oui, l'orientation, mais du coup, effectivement, vous avez raison de séparer les deux, l'identité et l'orientation. Après, Moana, peut-être que vous, comme vous le disiez, c'est que peut-être vous essayez de vous conformer par rapport au fait que déjà, il y avait quelque chose qui apparaissait dont vous ne connaissiez peut-être pas, enfin, en tout cas, certainement pas le mot à l'époque. Et peut-être que vous vous conformiez en sortant avec les filles. Après, on peut avoir, vous savez bien, c'est-à-dire une personne, ben oui, on peut être bi aussi. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, vous êtes attiré par les hommes ou les femmes? Je me sens bi. Voilà, d'accord, les deux donc. J'aime bien une phrase de quelqu'un que vous connaissez sûrement un peu public, Vincent McDoom. J'adore cette personne qui dit « Je suis un être humain avant tout ». Me classez pas dans ci, ça. Et un jour, on lui avait dit, est-ce que vous êtes homosexuel? Il dit, je suis sexuel. Je ne sais plus ce qu'il avait dit. Il avait dit, j'aime, c'est selon la rencontre, selon la personnalité, selon le... Oui, mais Moana, j'entends très bien ce que vous dites, et c'est une revendication qu'ont pratiquement toutes les personnes qui ne sont pas 100% hétéros. Hein. Ils aiment bien, ils détestent qu'on les case d'un côté ou d'un autre. Mais moi, je vois pas ce que moi par exemple, ça me dérange pas de dire je suis hétéro à 90%, mais je peux être homosexuel à 10%. Et vous voyez, je veux dire, oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est pas, faut pas non plus rejeter le terme la hétéro. Préférence finalement. Non, mais je veux dire, la préférence hétérosexuelle. Oui, ou la préférence homo. Enfin, vous voyez, je veux dire, soyons aussi plus simple, quoi. Plus simple. Oh oui, c'est vrai. Et c'est vrai que je me rappelle à l'adolescence, quand j'étais amoureux d'une fille, je lui envoyais 3 copies doubles en alexandrin, de petites roses, de petites fleurs. Et elle, c'est pas. J'étais beaucoup trop, je sais pas. Bon, et aujourd'hui, je me sens, oui. 50-50. 50-50. J'ai eu aussi une relation avec un petit copain, ça s'est très bien passé. Voilà, c'est. Mais je pense que ce qui est important, ça appelle des questions très philosophiques de Socrate qui disait connais-toi toi-même. Vraiment, pour être bien en société, il faut être bien soi-même, et pour être bien soi-même, il faut être authentique. Il faut pas jouer des rôles, faut pas être, je pense. Et ça demande du temps, ça demande un parcours. On n'est pas soi-même, en effet, à 16 ans, 20 ans. Je pense il y a des gens qui ne seront jamais eux-mêmes d'ailleurs. Mais bon, à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, Marie-Laure, mais on dirait, allez, difficile d'être soi-même avant 35-40 ans. Hein. Oui, et puis c'est finalement une suite d'expériences à laquelle on doit se confronter en tant qu'être humain, justement. Parce que je ne sais pas si on doit répondre à une quête de sens. C'est plutôt de faire face aux tâches, aux expériences du quotidien. Et c'est ce que nous permet quand même la société d'aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, elle est assez tolérante par rapport au siècle dernier. Donc c'est plutôt, tout ça est plutôt positif. Et ce que j'ai bien aimé dans ce que vous avez dit, Moana, c'est que vous cherchez pas pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose d'ordre de la biologie, de la psychologie? Non, on ne sait pas. Et on n'aura peut-être jamais la réponse. On l'aura peut-être un jour. Et qu'importe. Et qu'importe. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Humain. Merci beaucoup, Moana. Je crois qu'on a bien commencé ce témoignage grâce à vous. Notre Sexy News, Fleur Chéri, bonjour. Oui, bonjour.
Eh bien, on revient sur l'hétérosexualité. Oui, voilà, donc je reviens sur un sujet un peu différent puisque là ça concerne l'orientation sexuelle, même la grève de l'hétérosexualité. Alors on dit que la masculinité est en crise depuis #MeToo, mais à bien y regarder, c'est surtout l'hétérosexualité qui est en crise. Et il y a un phénomène que maintenant je considère comme une tendance. Certaines femmes qui connaissent très bien le sexe et l'intime, qui en ont fait leur profession, veulent non seulement sortir de l'hétérosexualité, mais aussi parler publiquement de leur grève, sans être dans l'injonction, mais plutôt dans la découverte d'un nouveau monde plus honnête et plus confortable, loin des mâles. Alors, c'est pas une grève de sexe à proprement parler, puisqu'elle se masturbe et qu'elle couche avec d'autres femmes. C'est une grève des rapports sexuels avec les hommes et surtout de tout effort de séduction. Épilation, maquillage, régime, vêtements sexy et tutti quanti. Le constat d'une désillusion et d'un désenchantement qui empêcherait de baiser sereinement et surtout avec plaisir et orgasme, là où elles sont plus épanouies dans leur vie sexuelle, seules ou avec d'autres femmes. Cette grève de l'hétérosexualité, elle vient encore d'être mise en avant dans La chère et triste hélas d'Ovidie, qui est sortie il y a 10 jours aux éditions Julliard, un témoignage intime et très bien écrit où elle raconte sa grève durant 4 ans de rapports hétérosexuels. Alors Ovidie, elle est connue comme l'intello du porno entre guillemets, même si ce surnom est atroce, surtout parce que ça raconte des autres femmes. Elle est plutôt philosophe d'ailleurs, au départ. Elle a une formation de philosophe, ce qui lui a valu ce nom de l'intello du porno, ce qui raconte en creux que les autres ne le seraient pas. Mais bref, elle s'est fait connaître en tant que réalisatrice et productrice de films et de documentaires autour du travail du sexe, milieu qu'elle a fréquenté à ses débuts et qui n'a depuis cessé d'être une de ses matières d'écriture et de réflexion, tout comme les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, elle a débuté sa grève de l'hétérosexualité à 38 ans, soit exactement au même âge qu'Olympe de G, qu'il y a 2 ans, une réalisatrice de films pornographiques féministes très connue, qui elle aussi a médiatisé et documenté sa grève. Olympe de G, c'est une amie. Sa grève de l'hétérosexualité, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, excusez-moi. Voilà, je suis désolée, Olympe, de révéler la réalité, mais enfin bon. En tout cas, peut-être que ça colle pas avec la réalité, mais ça colle peut-être avec une aspiration. Elle en tout cas, elle l'a médiatisé et documenté sur son compte Instagram. Une grève qui fait aussi écho à ce qu'avait confié Virginie Despentes en 2017 au magazine Le Monde. Sortir de l'hétérosexualité a été un véritable soulagement. Elle s'épanouit mieux dans le milieu des lesbiennes. On pense aussi au livre de Juliette Drouard, Sortir de l'hétérosexualité, qui a été publié il y a 2 ans et qui a été un carton médiatique. Une vraie crise donc, cette hétérosexualité, en particulier quand on est en face de cette fuite d'une partie des intellectuels du milieu du sexe que je viens de citer. Une autre tendance, celle des trad wives, les femmes au foyer traditionnelles qui font à manger à leur petit mari plein de muscles et qui attendent de lui qu'il apporte de l'argent à la maison surtout, se répandent de plus en plus de façon très décomplexée sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu ça la crise de l'hétérosexualité, c'est la crise de l'amour désintéressé. C'est les femmes qui assument qu'un homme, on l'utilise ou on le quitte. Mais que l'attachement fusionnel, l'amitié sereine, la cohabitation heureuse entre les deux sexes n'a pas encore trouvé son point d'équilibre. Est-ce que vous connaissez à peu près le pourcentage de ces femmes, justement, qui seraient dans la grève de l'hétérosexualité? J'ai l'impression que c'est quand même une minorité, mais qui parle beaucoup, évidemment. Voilà, c'est une minorité, mais en fait, là où je positionne la tendance, c'est sur les femmes qui ont fait du travail du sexe, soit leur métier, soit leur sujet de réflexion. C'est-à-dire que Ovidie ne dit pas qu'elle connaît mieux l'hétérosexualité que quelqu'un d'autre, elle dit juste que le travail du sexe montre une forme de lucidité un peu crue, voire même une forme de cynisme des rapports entre les hommes et les femmes. Et c'est peut-être pour ça que dans le milieu du travail du sexe, il y a plus de femmes qui sortent de l'hétérosexualité. C'est le côté un peu froid et lucide de l'échange économico-sexuel qui peut être rebuteur. Oui, je suis assez... Et bien, je suis en tout cas bien pour en parler. Je suis assez sceptique quand même sur ce parcours aussi bien d'Ovidie que Virginie Despentes. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une sorte comme ça de retour du refoulé, n'est-ce pas, Marie-Laure Peretti, et qu'il y a quelque chose finalement qu'elles n'ont pas réellement assumé dans leur parcours et qui fait qu'à un moment donné on rejette quelque chose. Et c'est ça qui est toujours embêtant parce qu'au fond, est-ce que c'est là, enfin une vérité bien réfléchie ou est-ce que c'est leur vérité qui permet justement de vivre mieux. Vous voyez ce que je veux dire, Marie-Laure Peretti? Et c'est ça qui m'ennuie un petit peu. Je ne sais pas si je suis compréhensible pour tout le monde. Vous dites, me semble-t-il, que finalement, son vécu à soi
alors il vaut en tant que vécu à soi. Mais pas en tant que généralité. Je précise, c'est pas une généralité. Elles sont pas dans l'injonction. Elles disent pas c'est mieux comme ça. Là, je parle pour Ovidie parce que je viens de lire son livre et que c'est tout frais. Elles disent vraiment mon parcours, en particulier celui de réfléchir sur les travailleurs et travailleuses du sexe, me contraint moi aujourd'hui à repenser l'hétérosexualité, mais elle dit pas qu'il faut faire ça et que tout le monde fait ça ou que c'est un vrai phénomène de société. Bien sûr, mais revendiquer son expérience et ses convictions, c'est quand même quelque part avoir envie de montrer quelque chose qui pourrait intéresser d'autres. Donc il y a quand même quelque chose qui si elle le c'est un peu de prosélytisme quand même, quoi qu'on en dise. Mais je pense que c'est comme dans le polyamour, c'est pas forcément du prosélytisme, c'est souvent J'ai dit c'est quand même un peu de prosélytisme. Oui, mais je pense que c'est montrer qu'il y a une sorte de découverte de voies alternatives. Moi je le perçois plutôt comme ça, c'est mince, tout d'un coup, en fait on peut s'en passer, on peut bien le vivre, et les relations avec les femmes, franchement c'est cool, et ne pas s'épiler, il y a ce truc là de tout d'un coup finalement renoncer à la séduction et aux efforts. C'est plus aux efforts et à la séduction que vraiment à l'homme, au mâle. Où elles se rendent compte que finalement, ça leur a fait un vrai soulagement, là où je pense qu'il y avait une crainte de tout abandonner, les cheveux, les soins, le régime peut-être. Elles se sont senties soulagées en l'abandonnant et en se disant tiens, ma vie est plus sereine. Qu'est-ce que vous diriez Rien, que simplement... justement donner votre... mon avis, c'est que à partir du moment où on parle de soi, c'est intéressant de bien dire... Voilà, moi je parle de cette expérience-là qui est la mienne. J'ai été confrontée au travail sexuel et voilà à ce à quoi j'aboutis. Et puis, parce que du coup, ça n'en fait pas une généralité. De toute façon, les généralités... Et puis les grandes thèses que les gens écrivent, il faut le savoir ça quand même, c'est qu'on n'est jamais loin de son sujet. Mais bien Moi sûr, qui ai fait ma thèse de doctorat sur la question de la transidentité, je sais qu'on n'est jamais loin de son sujet. Donc à partir du moment où on défend une thèse... Vous savez pourquoi j'ai toujours voulu avoir quelqu'un d'autre avec moi dans cette émission? C'était justement pour ne pas risquer d'être trop subjective. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que je relève un tout petit peu pour évidemment les suivre de près, aussi bien Virginie Despentes, Ovidie, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même un tout petit peu de revendicatif dans tout ça. Mais après, si ça peut, enfin, de toute façon, on sait que les livres écrits par des personnes qui justement parlent de leur expérience vont aider des personnes qui n'osent pas s'assumer. Donc, bien sûr qu'il n'y a pas question d'être censeur. Bah oui, tout à fait. Donc finalement, si elles font part de leur expérience à travers ce prisme-là, c'est intéressant. Et puis elles sont nombreuses. Enfin, il y avait ce truc de Ovidie, Olympe de G, Virginie Despentes, elles se retrouvent et se rejoignent là-dessus. Ça fait... Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je demandais quel est le pourcentage de femmes qui sont justement dans la grève de l'hétérosexualité. C'est un sondage qui, pour l'instant... non. Mais c'est un sujet qui intéresse parce qu'il y a Juliette Drouard qui sort un livre. Je pense que c'est un sujet qui questionne et qui intéresse. Ça ne veut pas dire que l'acte de se mettre en grève... qui intéresse les médias. Mais est-ce que ça intéresse je sais pas. Quand Olympe de G fait un carton sur Instagram avec plein de likes et plein de repartages, je sais pas. J'ai l'impression que ça questionne et que ça interroge. Ça veut pas dire qu'on se met en grève ou que les femmes se mettent en grève, mais que ça titille quelque chose. Bon. En tout cas, si vous écoutez, vous avez envie de réagir sur Sud Radio, vous pouvez. C'est une émission particulièrement intéressante qui va faire bouger les cerveaux. Allez, on fait une petite pause et puis on va retrouver Delphine dans un instant. /CO2. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va revenir sur la transidentité avec Marie-Laure Peretti, psychothérapeute, sexologue et auteur donc de ce livre le transsexualisme. Je ne sais pas pourquoi je veux dire là d'ailleurs à chaque fois aux éditions L'Harmattan. Delphine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Delphine. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de pouvoir ouvrir cette fenêtre. Écoutez, oui, je crois, ça fait plusieurs temps d'ailleurs, mais Marie-Laure n'est pas toujours disponible et je voulais faire cette émission avec quelqu'un de spécialiste du sujet. On vous écoute, Delphine.
Eh bien, écoutez, moi, alors avant toute chose, voilà, c'est vous remercier, vous et Marie-Laure, pour la qualité de ses travaux et la qualité de son travail. Alors, je suis pas experte comme elle, hein, mais j'ai eu le temps de me documenter parce que vous avez annoncé l'émission à partir de jeudi dernier, donc j'ai observé un petit peu son parcours et son travail. Et je trouve que c'est pas si souvent qu'on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui documente autant le sujet, qui peut être un sujet qui est parfois pris avec beaucoup de légèreté, ou alors parfois avec beaucoup trop, j'ai envie de dire, de façon trop grave, oui. Voilà, de gravité. Et pour le coup, et du coup de polémique, et d'avoir quelqu'un qui replace un petit peu l'église au milieu du village, je trouve que c'est une belle opportunité et je suis ravie de pouvoir intervenir dans votre émission. Merci à vous, Delphine. Alors voilà, moi, mon appel, en fait, l'objet de mon appel, alors moi, je ne suis pas directement concernée par la transsexualité ou, j'ai envie de dire, l'expérience transgenre, parce que je la vis pas dans mon propre corps. En revanche, moi, je suis aujourd'hui mariée avec un homme qui est transgenre depuis toute sa vie, j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça qu'il l'exprime. Et on se connaît, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on se connaît depuis tout petit, et moi, je l'ai vu évoluer. Et puis, je pense que très jeune, on m'aurait dit que j'allais l'épouser, j'aurais ri des personnes qui me l'auraient dit, parce que je n'aurais jamais imaginé. Et au final, c'est devenu l'homme de ma vie et le père de mes enfants. Et vraiment, c'est une belle expérience, voilà, avec ses combats. Donc, Delphine, que tout le monde comprenne bien, enfant, vous jouiez avec une fille qui est devenue votre mari, hein, on est bien exactement. Alors avec une fille, j'ai envie de dire pas visuellement parlant, parce que dès le plus jeune âge, mon mari avait tous les aspects d'un garçon déjà. Donc j'ai envie de dire que c'était difficile. Ce qui était difficile finalement, c'était son prénom. Voilà. Mais après, dans ses comportements, c'est-à-dire, il avait un prénom de féminin, un peu. Il avait un prénom féminin et en fait, et puis il a eu un prénom de transition aussi. Et puis ensuite, il a choisi son prénom masculin. Alors j'ai eu la chance de l'accompagner dans tout ça. Et c'était très chouette. Et j'ai envie de dire que moi, j'ai vu quelqu'un éclore à la vie en fait. J'ai vu quelqu'un qui vivait dans une peau fermée. Et qui est sorti d'une peau de chagrin pour embrasser sa vraie nature. Et c'est une expérience qui est indescriptible en fait. Indescriptible pour la personne qui la vit. Je ne sais pas si pour la personne qui la vit. Alors du coup, Delphine, puisque vous dites, vous l'avez vu éclore à la vie, ça veut dire que vous avez bien vu la différence que ça faisait entre le moment où il a éclos à la vie, donc où finalement il écoute son ressenti. Oui. Vous avez vu le changement? Ah oui, clairement. Et en fait, et même dans les moments où, par les différentes phases de transformation, il a ressouffert parce que, par exemple, l'expérience de la mammectomie a été quelque chose de très difficile parce que l'opération a été mal préparée et donc il a attrapé un staphylocoque. Donc il y avait une infection et du coup, en termes de chirurgie, ça n'a pas donné le résultat escompté. Et ça a été une période très difficile où il avait arrêté l'accompagnement psychologique et du coup, si on n'avait pas été là, moi et sa famille, une partie de sa famille pour pouvoir l'accompagner, ça aurait pu faire quelqu'un par exemple qui sombrait dans l'alcoolisme. Ah oui. Voilà, il y a eu cette phase où c'était très compliqué et aujourd'hui, par exemple, ça va faire, il a 46, donc il avait 27 ans, donc vous voyez, ça fait 19 ans. Bon, j'arrive pas trop à compter à l'antenne, mais avec toute cette distance, au jour d'aujourd'hui, cette partie-là de son corps, c'est encore une partie, comme il y a une cicatrice qui reste très présente, et elle le dérange et c'est encore une partie de son corps qu'il n'aime pas. Oui, d'accord. Mais parce que ça lui rappelle cette épreuve ou parce que ça lui rappelle son passé de fille? En fait, je pense que c'est surtout parce que c'est pas conforme à l'image de son corps masculin, à l'image du corps masculin dans lequel il se projetait, très honnêtement. D'accord, oui, c'est un peu de l'image de soi là finalement.
Exactement, mais qui va aussi avec un travail à faire sur la confiance en soi. Enfin, c'est tellement l'accompagnement dans ces phases-là, je pense, est indispensable. Et justement, c'était la question que je souhaitais à Marie-Laure, adresser à Marie-Laure, si vous me permettez, Marie-Laure. C'est que, est-ce que dans toutes les études que vous avez menées, par rapport aux études que vous avez menées, est-ce que vous pensez que l'accompagnement psychologique reste quelque chose d'indispensable tout au long du chemin, finalement, même a posteriori, puisque j'ai envie de dire quand le plus gros des opérations, etc. est fait, finalement la personne est libérée de l'œil du champ médical sur le plan psychologique, puisqu'elle est assumée dans sa vie d'homme ou de femme, hein, peu importe. Et pour le coup, malgré tout, est-ce qu'un accompagnement peut rester nécessaire? Alors je sais que c'est une question très personnelle, mais comme vous avez observé plusieurs personnes, peut-être que vous avez pu déceler une tendance. Alors vous savez, Delphine, vous dites vous-même que c'est une question qui est très personnelle. Finalement, si on se met sur une population générale, on inclut les personnes trans dans une population générale. Oui. Dans une population générale, c'est pas tout le monde qui fait un travail sur soi. Oui, d'accord. Et bien du coup, pour les personnes trans, c'est pareil. Et aujourd'hui, vous savez, je travaille en libéral et aussi à l'hôpital, dans un hôpital qui accueille des personnes trans. À l'hôpital, c'est quasi systématique, l'accompagnement. Je crois que c'est presque obligatoire. Mais non, non. Quand on veut changer de... Non, c'est fini. Ça l'a été obligatoire. Ça l'a été, vous avez parfaitement raison, Delphine. Ça l'a été. Il fallait une attestation de psychiatre pour avoir le droit de se faire opérer. Ce qui était très réducteur pour les personnes concernées. Bien sûr. Et surtout que psychiatre, c'est pas toujours des personnes qui sont aptes. Mais au fond, est-ce que c'est pas le cas de tout le monde, Delphine? Quand il y a souffrance, il vaut mieux se faire accompagner, mais faut-il encore trouver des personnes qui seront de qualité pour nous accompagner dans la souffrance qu'on rencontre? Justement, est-ce qu'une personne trans, il y a forcément de la souffrance? C'est bien la question que je pose, justement. Je suis pas... Non, alors moi, je ne crois pas. En tout cas, quand j'observe mon mari, la seule souffrance que j'ai pu observer chez lui, c'était justement celle d'être dans un corps qui n'était pas adapté à sa nature profonde. Oui. C'est vraiment la seule souffrance observée. Et alors après, non, il y en a eu d'autres parce que il y a, j'ai envie de dire, le combat d'avoir des enfants. Il y a aussi un travail de reconnaissance parfois auprès de ses proches qui peut être dense. Et parfois, curieusement, plus auprès de ses proches que de monsieur et madame tout le monde, parce que il y a toujours cet œil. Et des fois, plus l'œil est proche, plus c'est difficile, parce que il faut pouvoir expliquer sans rentrer dans la justification, et ça, c'est pas évident. Oui, mais encore une fois, Delphine, et là je peux presque aussi encore une fois parler de moi, si on est en paix avec ce qu'on a fait, ce qu'on est, etc. Le regard des autres est moins dérangeant et fait moins mal. Vous voyez, je crois que c'est ça aussi et on le voit aussi avec les questions d'homosexualité. Les homosexuels qui vivent mal le regard des autres, c'est des personnes qui assument assez mal leur homosexualité. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Marie-Laure? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, c'est là, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Delphine, ça rejoint l'estime de soi, la confiance de soi. Ça veut dire qu'il y a peut-être une petite estime de soi par endroit, basse chez votre mari. Exactement, chez votre mari. Et moi, j'en suis certaine parce que vous voyez, on a déménagé maintenant, ça va faire 10, 11, 12 ans. 12 ans. Et depuis qu'on a déménagé, la volonté de mon mari, ça a été depuis qu'on est arrivé là où on habite aujourd'hui, ça a été de ne plus jamais parler de son histoire. C'est-à-dire qu'il y a finalement très très peu de gens dans notre région dans notre lieu de vie aujourd'hui qui est au courant de son parcours. C'est un choix qui a été fait aussi pour nos enfants, et ce qui est paradoxal, aussi pour protéger nos enfants, mais ce qui est paradoxal dans l'expérience d'aujourd'hui, c'est que mon mari n'a eu aucun problème, même dès l'âge de 7-8 ans, à l'âge de la construction de l'identité sexuelle de nos enfants, à expliquer son expérience à nos enfants. On a un petit garçon, on a un grand garçon et une petite fille. Il a pu en parler de façon très libre dans la sphère privée à nos enfants. En revanche, aller au-delà de cette sphère-là, c'est compliqué. Et c'est là où je pense que l'accompagnement reste encore nécessaire, en fait. Alors peut-être pour lui. Peut-être qu'il y a quelque chose... Parce que, en même temps, je me dis, puisque vous, c'est vous qui le connaissez, donc c'est vous qui savez, mais vous voyez, par exemple, qu'on ne soit pas obligé de dire à tout le monde ce qu'il en est de nous,
que ce soit l'orientation, l'identité ou même autre chose. Mais là, on parle d'identité et d'orientation. Ça s'entend. Et vous voyez que du coup, il a quand même, c'est remarquable, pris le soin, le temps d'en parler à vos enfants. Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une ouverture pour lui de ce côté-là. C'est ça. Et en fait, alors, l'idée, c'est pas d'en parler, mais c'est de pouvoir se sentir libre et accueilli. Et alors, en fait, et c'est là où je voulais en venir. Mais je pense que c'était important d'ailleurs que les enfants sachent, parce que sinon, ça fait un secret de famille épouvantable, bien sûr. Oui, c'est ça. Et en fait, l'idée, oui. Et nous, notre démarche, ça a été une promesse qu'on nous a demandé de faire quand on s'est fait accompagner pour avoir nos enfants. La promesse, ça a été d'être vraiment dans la transparence toujours avec eux, et on ne souhaitait pas en faire autrement, parce que notre souhait, à l'un comme à l'autre, c'était que nos enfants sachent que, quelle que soit la façon dont ils ont été conçus, c'était les enfants de l'amour, et que finalement le reste autour, c'est juste de la technique entre guillemets, et que évidemment, s'il n'y a pas la petite graine, c'est exactement comme ça qu'il l'a formulé, s'il n'y a pas la petite graine dans le ventre de papa, ça n'empêche pas que papa, il avait très très envie de prolonger son existence à travers la vie qu'il a donnée à ses enfants. Bien sûr. Ce qui était important pour nous, et c'était ce que je disais à la personne en antenne, je pense, et c'est là où Marie-Laure est dans le vrai, vraiment, et merci de le dire, ce qui est important, c'est de ne pas vouloir se dire à la terre entière. Et je rebondis sur ce que je disais à la personne en antenne. J'entendais ce matin, dans l'émission d'André Berkoff, justement, l'annonce de ce couple transgenre qui s'était arrêté en cours de parcours pour pouvoir enfanter. Et ce qui m'a frappée, en fait, ma réaction par rapport à cette information m'a frappée, parce que quelque part, ça m'a percutée. Parce que tout simplement, ils ont fait un choix, et en fait, le choix qu'ils ont fait, j'ai du mal à le comprendre. Mais après, ça leur appartient. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on en parle autant et que ça fasse débat. C'est-à-dire, chacun peut faire les choix de vie qui lui convient. Mais l'idée parfois d'en parler comme si les personnes étaient des objets de foi, finalement, un peu comme on faisait au Moyen-Âge, c'est gênant parce que c'est le choix de chacun, et ça, c'est des choses qui doivent être, justement, comme on l'a fait pour nos enfants, préservées et partagées. En fait, que ça reste un peu dans l'intime, finalement, c'est ça que vous êtes en train de dire. Eh oui, et c'est toujours la question de l'intime. C'est de ce dont on parle d'ailleurs très bien dans cette émission, et on essaye justement de rester cohérent dans l'intime. Merci beaucoup Delphine, en tout cas. Allez, on laisse la place aux infos, on se retrouve tout de suite après. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue à parler vrai sur un sujet qui est quand même tout à fait d'actualité. C'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les médias. On n'en parle peut-être pas toujours tout à fait comme il faudrait. Donc c'est pour ça que c'est Marie-Laure Peretti qui est avec nous, psychologue clinicienne. Vous avez fait donc votre thèse sur le transsexualisme ou la transidentité, on dit plutôt aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment important parce que c'est une question d'identité, c'est pas une question sexuelle. Et c'est ça qui est pas toujours simple à comprendre. Peut-être un tout petit mot, Marie-Laure Peretti, pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est que la sexualité, ce que c'est que l'identité. Alors, la sexualité, donc, c'est une relation, la relation même la plus intime qu'il soit, entre deux êtres humains, qui, en tout cas, voilà, ce sont deux sexes qui vont se rapprocher. Il y a une fonction de reproduction, et puis surtout, il y a une fonction liée à cette expérience de l'intime, donc, entre deux êtres. Et l'identité, c'est ce qu'on se ressent soi-même en tant qu'être humain. Alors parfois, ça inclut le genre. Je me sens femme, je me sens homme, je me sens masculin, je me sens féminine. Et aussi, je me sens psychologue, je me sens, je ne sais pas moi, DJ. Enfin voilà, c'est ça aussi l'identité. Bien sûr. Qui je suis. Et je me sens ukrainienne, voilà. Je me sens chinoise, je me sens française. Enfin, il y a énormément de choses dans l'identité. Il n'y a pas que je me sens homme ou je me sens femme. Il y a aussi la politique, nos convictions politiques, écologiques. Exactement. Que sais-je encore. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'identités en fait. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça que pour être bien dans sa peau et dans sa vie,
c'est pas mal de quand même essayer de comprendre qui on est réellement. Oui. Et c'est vrai que beaucoup de gens vont se positionner par rapport à leur culture et leur éducation et vont pas se remettre en question. Et c'est là où ça crée des tas de zones d'ombre et des malentendus et parfois du fanatisme, de l'intolérance. Oui, si les personnes... En fait, je pense au fanatisme ou les gens qui vont se radicaliser quand quelque chose devient trop dur et on ne peut pas se poser des questions dessus, on risque de se radicaliser ou au contraire d'épouser la cause contraire. Enfin, en tout cas, quand c'est pas souple, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se crispe et qu'on n'a pas travaillé dessus et qu'on ne comprend pas. En général. Oui, absolument. Et moi, je dis souvent, quand on a comme ça sur quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, qui va passer par exemple à la télé, et pour lequel on a tout de suite de la répulsion, ça parle de nous. Oui. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Oui. Et parfois, on découvre des choses de nous qui étaient bien cachées et qui sont pourtant de nous. Bonjour Diane. Bonjour. Merci d'être avec nous, Diane. Bonjour, Diane. C'est moi qui vous remercie de faire cette émission. Ça fait une petite dizaine d'années que je participe de temps en temps à des émissions aussi bien à la radio qu'à la télé sur le sujet. Oui. Et je constate qu'il y a une nette évolution, un très net progrès sur le sujet, ça fait plaisir. Tant mieux. Oui, je crois. Moi, je m'y suis intéressée il y a presque 30 ans maintenant. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait quand même il y avait une vision du trans, de la transidentité qui était très psychiatrique. Oui. Comme si il y a quand même une case qui va pas chez les personnes qui ne se sentent pas de la bonne identité, hein, Diane. 2010 pour la sortie de la transidentité de la catégorie maladie mentale. 2010. Ah ouais, c'est Donc, ça. Ouais. Oui, donc oui, à 30 ans, c'était forcément. Oui, mais il y avait aussi peut-être, Diane. Alors vous, j'ai bien compris. Hein, vous êtes également trans. Il y avait aussi beaucoup dans les médias des images de trans qui étaient toujours des images très caricaturales quand même. Oui, tout à fait. En fait, c'était pas des gens entre guillemets normaux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on m'a proposé de participer à l'émission, j'avoue que j'étais un petit peu, pas forcément réticente, mais un petit peu méfiante à la base, parce qu'on m'a dit qu'il y aurait une psychologue qui allait intervenir, et c'est malgré le fait que Marie-Laure Perecki, je me suis un peu renseignée, vous avez fait apparemment un travail remarquable. Vous avez écouté, vous avez l'air d'être un excellent soutien pour nous, et je vous en remercie. Merci Diane. Je continue à être un petit peu agacée que pour les émissions qui parlent de nous, on pense toujours en priorité à une personne qui travaille dans le domaine de la psychiatrie, de la psychologie en tant que personne spécialiste, alors que les premiers spécialistes du sujet, c'est nous, et de loin. En fait, grâce à l'avènement des réseaux sociaux, nous avons pu, par milliers, voire même par dizaines de milliers, nous rassembler, discuter de notre propre condition, réfléchir à cette condition et parvenir à des conclusions sur lesquelles les personnes qui nous étudient, un peu comme elles étudieraient des insectes, sont parfois peut-être un peu en retard. Et tout à l'heure, on a entendu le témoignage de Moana qui a fait tilt pour moi. Elle a dit qu'elle était autiste, et une des choses qu'on a pu remarquer, par exemple, dans la communauté trans, c'est qu'il y a une corrélation absolument colossale entre les neuroatypies et les transidentités. C'est quelque chose qu'on a découvert il y a à peu près 5-10 ans, en fait. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Parfaitement, Yann. Donc voilà. Et vous parliez aussi des personnes qui avaient parfois du mal, qui pouvaient amener des crispations du fait qu'elles avaient du mal à s'accepter. Oui. Et c'est quelque chose que je comprends tout à fait, mais j'ai envie aussi d'apporter un éclairage un peu plus large à ce sujet. Oui. Au sujet des crispations, en fait. Ayant beaucoup moi-même connu ces crispations, ce n'est pas forcément toujours une question de réussir à s'accepter ou pas qui peut amener les crispations, c'est aussi et beaucoup et surtout la manière dont on est traité par le reste de la société. Oui. En fait.
Oui, bien sûr. Oui, donc, on entend dans votre témoignage que vous étiez assez méfiante, hein, parce qu'au fond, vous avez l'impression que toujours on essaye de chercher chez vous quelle serait la faille qui ferait que vous avez eu besoin de changer de sexe, enfin de changer d'identité, pardon. Alors, personnellement, je n'ai jamais vraiment changé d'identité. J'ai juste cherché à faire ce qu'il fallait, à trouver ma zone de confort, en fait, pour exprimer mon identité. On parle effectivement souvent de changement de sexe et beaucoup de gens se focalisent sur ça parce que c'est quelque chose qui est effectivement, vu de l'extérieur, est assez spectaculaire. Mais en réalité, oui, alors je précise pour ceux qui nous écoutent, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ne connaissent absolument pas le sujet. On peut tout à fait, alors vous, je suppose que vous étiez avec un prénom masculin, vous avez choisi un prénom féminin, hein, on est bien d'accord, Diane? Mm-hmm. Oui, j'ai été assigné garçon à la naissance. Voilà. Et, en revanche, contrairement à ce que croient beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet, il n'est absolument pas nécessaire de changer de sexe. C'est-à-dire que je ne sais pas, et d'ailleurs je vous pose pas la question, vous y répondez si vous en avez envie, mais j'ai pas à vous poser la question. Vous n'avez pas été forcément obligé d'être castré. C'est-à-dire que jusqu'à un certain temps, c'était obligé pour obtenir le changement de genre sur l'état civil. En fait, l'État français obligeait les personnes trans. Je sais. Mais plus maintenant. Et on obligeait les femmes à devenir stériles, etc., ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, on peut très bien avoir une apparence féminine ou masculine et avoir un sexe anatomique de l'autre genre. Voilà. C'est ça que je voulais dire à ceux qui nous écoutent, parce que je pense que c'est pas très clair encore dans l'esprit du grand public. Voilà, Diane, excusez-moi, hein, je vous redonne la parole. Oui, non, c'était une intervention qui était tout à fait justifiée. J'ai fait d'ailleurs partie des personnes qui ont milité pour avoir droit à un changement d'état civil qui n'était pas subordonné à la stérilisation. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il était obligatoire pour nous d'être stérilisés si on voulait pouvoir faire changer notre prénom et notre mention de sexe à l'état civil. Mais ce dont j'avais plus envie de parler, c'était cette histoire de crispation où vous parliez en début d'émission de certaines personnes qui, à vos yeux, pouvaient paraître peut-être un peu radicales ou extrêmes. Et comme je vous ai dit, je fais partie de ces personnes qui ont le plus souffert, non pas forcément de ma transidentité en fait. On parlait du malaise, etc. Et effectivement, j'ai vécu un malaise, ce qu'on appelle la dysphorie de genre vis-à-vis de mon genre assigné, etc. Mais la plus grande souffrance que j'ai vécue dans toute cette histoire, c'est pas ça en réalité. C'est vraiment la transphobie, les discriminations. Et c'est de là que peuvent venir la quasi-totalité des sources de crispation de notre côté en fait. Oui. Et c'est quelque chose qui est très très réel en fait. Aujourd'hui encore, même du fait, malgré le fait que dans la rue, personne ne pourrait douter que je suis bel et bien une femme. Apparemment, il y a quasiment personne qui se rend compte que je suis trans. Mais aujourd'hui encore, malgré tout, je subis la transphobie presque en permanence dans mes relations amoureuses, par exemple. Quand je veux pouvoir relationner de manière amoureuse ou sexuelle avec quelqu'un, et ben, en gros, les statistiques qui ont été faites, c'est à peu près 95% de la population qui refusera de relationner avec une personne trans, quel que soit l'organe génital qu'elle a entre ses jambes, sans même chercher à comprendre. Vous voyez, Diane, quelque part ce que vous nous dites, c'est aussi l'importance finalement de visibiliser, parce que finalement peut-être que de visibiliser les personnes trans permettra aux personnes de mieux connaître, et quand on connaît mieux, on a peut-être moins peur, parce que les gens souvent face à du nouveau, ou en tout cas du spectaculaire comme vous disiez tout à l'heure, finalement ils ont peur en fait. Et si on a moins peur, on est peut-être un peu plus tolérant. En tout cas, on fera notre part aujourd'hui, comme le petit colibri, Marie-Laure Peretti. Merci Diane de votre témoignage. On fait une petite pause et on va retrouver une autre Delphine qui n'a absolument aucun point commun, si ce n'est qu'on est toujours dans le même sujet que de Delphine qu'on a eu avant les infos. Sud Radio. N'hésitez pas si vous avez envie d'évoquer ce sujet, la transidentité. Nous sommes avec Marie-Laure Peretti, psychologue clinicienne, également sexothérapeute et qui connaît bien ce sujet, comme beaucoup d'auditeurs déjà vous l'ont fait remarquer. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Delphine. De m'accueillir. Avec plaisir. Eh bien, donc vous êtes dans ce parcours, justement. Ouais.
Oui, tout à fait. Moi, je suis dans un parcours donc de transition depuis maintenant bientôt 3 ans. Voilà. J'ai fait. Alors, excusez-moi, je pose une question à Marie-Laure. En règle générale, ce parcours qui semble quand même assez long et ardu, c'est combien de temps? Delphine, puisque vous êtes dedans. Ça dépend. Répondez, allez-y. D'accord. Parce que excusez-moi, c'est ce que j'allais dire, ça dépend en fait vraiment de la personne et jusqu'où elle souhaite aller dans la transition. Voilà. Donc j'ai souvent l'habitude de dire quand on me pose la question, on sait quand commence une transition, mais on sait jamais vraiment quand elle va finir, quoi. Voilà. D'accord. Donc parce que chaque personne est totalement différente et il y en a qui vont vouloir faire des opérations, d'autres qui ne vont pas vouloir les faire. Il y en a qui vont simplement vouloir faire une transition sociale. Et non pas médicale. Voilà, donc après, ça va vraiment dépendre de tout à chacun, quoi. Exactement. Bah oui. Alors, vous avez aujourd'hui 38 ans? Non, j'ai 41 ans. Pardon, excusez-moi. Donc, non, oui, donc vous avez fait votre coming out à 38 ans, d'accord. Ouais, c'est ça, tout c'est à ça. fait. Et justement, alors, assez tard, visiblement, par rapport à tous les témoignages qu'on a depuis 14 heures. Et pourquoi assez tard? Alors, assez tard, après, je pense que c'est vraiment au moment où on se sent de le dire, où on se sent de s'accepter soi-même, parce que c'est aussi un parcours pour accepter tout ça, accepter la dysphorie de genre, puisque c'est le nom qu'on donne, le nom médical qu'on donne à la transidentité. Donc voilà, non, après, c'était vraiment, ça devenait vraiment oppressant, et j'avais besoin de vivre avec ma réelle identité, quoi, tout simplement. Bah oui. C'est-à-dire que jusqu'à 38 ans, c'était pas suffisamment douloureux, si je puis dire. J'essaye exprès de vous provoquer un peu, Delphine. Non, donc on reste finalement quand même dans ce corps masculin, même si on s'y retrouve pas trop. Et puis à 38 ans, on dit non, c'est plus possible, je souffre trop. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Après, moi, je connais même des personnes qui ont fait leur transition à plus de 70 ans, quoi. Moi aussi. Donc réellement, ça se fait à tous les âges. Après, je pense que c'est des époques aussi complètement différentes. Oui. Je pense que aujourd'hui, ça va permettre justement à des personnes d'être plus aptes à faire ce changement plus tôt, parce qu'on en parle mieux. C'est quand même un tout petit peu plus permis aujourd'hui. C'est un peu plus permis, effectivement. Et puis comme vous le disiez précédemment, jusqu'en 2010, c'était considéré comme une maladie mentale. Exactement. Or, c'est absolument pas une maladie mentale. Non. Donc moi, c'est aussi ce qui m'a un peu freiné, parce que je me sentais pas folle, en fait. Je me sentais bien dans ma tête, bien dans mon... Alors, je précise quand même, pour vraiment banaliser cette histoire de maladie mentale, les hystériques du 19e siècle, elles étaient aussi considérées comme des maladies mentales. Donc, Oui, mais voilà, moi, si vous voulez, c'était tout ça où c'était compliqué, et puis la peur de ne pas être accepté, en fait. Bah oui. La peur du jugement et de ne pas être accepté par ses proches, alors, par ses amis. Justement, Delphine, le jugement, aujourd'hui, vous êtes d'accord, vous avez plutôt une voix d'homme. Oui, malheureusement, ouais. Je travaille, mais ça va bouger, j'imagine, avec les hormones. Vous sentez le jugement? Vous sentez que ça dérange les gens? Alors, par moment, oui. Parce que effectivement, j'ai des regards un peu insistants dans la rue. Donc oui, par moment, oui, ça peut déranger. J'ai perdu mon ancien travail à cause de ma transition. Mais c'est complètement illégal ce qu'ils ont fait, là. C'est complètement illégal, on est bien d'accord. Mais je pense qu'ils avaient peur des préjugés, comme vous disiez un petit peu avant, où on voyait ils imaginaient les personnes trans comme des grandes folles, comme peut-être des drag queens. Voilà. Or, c'est pas du tout ça. Alors, est-ce que je vous demande pas quelle profession vous faisiez, mais est-ce que dans votre métier ça pouvait en effet déranger du public? Il y a quelque chose de cohérent dans leur ou c'est leur propre peur et leur propre. C'est leur propre peur. Après, oui, j'étais face à du public. Je recevais du monde.
Maintenant, je pense que ça aurait pu très bien être accepté, quoi. Puisque justement, dans mon camp de métier, il y a des personnes trans. Alors c'est plus des hommes trans qu'il y a, mais ça passe totalement inaperçu en fait. Mais pardonnez-moi, et vous n'avez pas cherché à vous défendre ? Non. Alors oui, j'ai commencé. Oui. J'ai commencé à vouloir me défendre. Oui. Et en fait, comme c'est une grosse structure où je cherche à revenir quand même dans mon milieu professionnel, et j'aurai affaire à eux quoi qu'il arrive. Donc, pour pas avoir des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit, j'ai préféré tout laisser tomber. Mais par contre, aujourd'hui, j'essaye, j'ai pour projet de créer une association. Donc, j'habite pas très loin de Béziers. Et justement, pour venir en aide à toutes les personnes trans, pour pouvoir les aider dans leur démarche, pouvoir les aider au niveau professionnel, au niveau familial, tout ça, quoi. Voilà. Oui. Eh ben, écoutez, merci Delphine et bon courage parce qu'il y a encore du chemin à faire et on vous souhaite de continuer. Je pense que vous avez fait le plus difficile de toute façon, il me semble. Hein. Je sais pas. Bon, en tout cas, vous cheminez vers vous-même et c'est ça qui est important. Merci de votre témoignage. Alors, on fait une petite pause et puis on va peut-être zapper le Love Conseil parce que on a encore beaucoup d'appels et puis on va retrouver Axel Léotard qui justement vient d'écrire un livre sur l'histoire des trans. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Marie-Laure Peretti, psychologue clinicienne, psychothérapeute et on peut le dire un peu spécialiste sur la question des trans. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup de personnes trans. Oui, absolument. Et je crois que vous connaissez bien Axel Léotard qui est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Marie-Laure. Salut bonjour Axel. Ça fait plaisir, très plaisir. Oui. Comment tu vas? Je vous laisse tous les deux. Allez-y. Non. Non mais Axel Léotard, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission depuis le début. Oui, j'ai écouté l'émission depuis le début et Marie-Laure, je te retrouve et ça fait vraiment plaisir. Moi aussi, Axel. Grosso modo, c'est 20 ans de militance et ça me... Voilà. Je ne peux pas dire autre chose que ça me fait plaisir de savoir toujours à côté. Vous, Axel, vous avez été très militant. Je crois que vous avez un petit peu lâché ces derniers temps, mais vous avez fait partie des grands militants pour défendre cette cause qui a quand même beaucoup évolué depuis 30 ans. Alors j'ai fait partie des personnes qui ont négocié la dépsychiatrisation en 2009 avec une promulgation en 2010 et j'ai fait partie des personnes qui ont négocié la loi sur le changement d'état civil en sachant que moi je me suis retiré un peu avant puisque je faisais partie de ces personnes qui militaient pour une libre disposition de la personne, soit un choix de la personne sans pour autant qu'il y ait une validation du juge et surtout pour un changement d'état civil simplifié, ce qui n'est toujours pas le cas en France, même si les choses se sont un peu un peu améliorées, mais on est encore très très loin du changement d'état civil simplifié qu'on peut avoir en Belgique et on a toujours en France ce carcan du juge et ce risque de l'expertise ou de la triple expertise qui finalement n'a pas été évincé des psychiatrisations ou non. D'ailleurs. Ce qui pose aussi la question de la représentation de la personne. Autrement dit, on a en France toujours cette question on perçoit une femme comme dans une extrême féminité ou un homme dans une extrême masculinité, mais le regard du juge reste important. Or, sur la question transidentitaire, soit il y a une question de genre, mais ce genre, il évolue sur un spectre. Et ce spectre est plutôt très large et il y a une chose est le spectre du genre et une autre encore la sexualité, chose qu'on a encore du mal, y compris les juges, à distinguer en fait. En fonction des juridictions. Je ne vais pas donner des juridictions, mais je pourrais. Oui, j'entends bien et c'est important parce que c'est là où il faut encore avancer pour que chacun puisse se sentir libre. Oui, et puis que ça soit, parce que c'est ce que tu dis, Axel, c'est que ça soit un tout petit peu simplifié quand même, parce que et encore, il y a je ne sais pas combien de temps encore, mais tu te souviens quand les personnes devaient faire appel à un avocat
pour aller... mais je te rassure, j'ai fait appel à un avocat, j'ai été condamné à une triple expertise, donc j'ai payé la triple expertise de ma poche. À l'époque, la triple expertise était de 524 €. Aujourd'hui, la triple expertise est de 832 ou 36 €, je ne sais plus. Je parle par expertise, c'est-à-dire que la personne qui est amenée à subir 3 expertises est amenée à payer 3 fois cette somme, en sachant que le tribunal n'autorise ces expertises que quand les sommes ont été réellement encaissées. Et je rappelle à qui veut l'entendre que le SMIC en France est au-dessous de 1 300 €. Mais bon, ça c'est un détail. C'est un des nombreux détails. C'est un des nombreux détails. Mais une des nombreuses épines actuelles. Et finalement, je crois que une des raisons de toutes ces épines, quelles que soient les évolutions qu'il y a eu, que ce soit en termes de médical ou en termes juridiques, sont entre autres liées peut-être à un défaut d'histoire. C'est-à-dire qu'on continue à percevoir la question comme médicale et étant née via une avancée médicale. Or, cette question, elle est ancestrale, elle a toujours été, et qu'on n'a pas, il n'y a pas de questionnement à avoir. Justement, Axel Léotard, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie que vous puissiez intervenir dans cette émission, parce que vous avez terminé un livre où vous racontez justement que ça existe depuis les nuits des temps, en fait. Et j'ai bien aimé, d'ailleurs, quand on s'est rencontrés pour préparer l'émission, Axel Léotard, où vous me disiez, au fond, non, la société n'est pas binaire, elle est ternaire. Voilà, et on a tout à gagner justement quand on sort de quel que soit d'ailleurs le sujet. Elle est ternaire, et si on y réfléchit bien, il y a presque une raison politique à la binarité. Il y a partout où les cultures sont ternaires, on voit globalement des cultures pacifistes. Partout où les cultures sont binaires ou sont devenues binaires de par les religions, en fait, on retrouve des cultures belliqueuses ou la naissance d'un capitalisme. Sachant que je n'ai rien contre, je ne suis pas là pour... mais en tout cas, on retrouve un rapport de force ou un rapport ascendant et descendant. Voilà. Alors que partout, on va trouver des cultures ternaires. On va prendre par exemple les Two-Spirit People. Ces gens-là étaient des médiateurs. Oui, mais Axel Léotard, excusez-moi, mais j'essaye de mener le débat le plus objectivement possible. La majorité des sociétés dans le monde sont binaires. Mais parce que la majorité des sociétés dans le monde aujourd'hui reposent sur une culture qui est une culture qu'on appelle aujourd'hui et depuis très longtemps. Voilà. Depuis très longtemps. Une culture qu'on appelle à tort judéo-chrétienne. Oui, mais ça fait longtemps que c'est binaire. C'est pas nouveau. Enfin, je veux dire. Mais on va prendre. J'entends que c'est pas nouveau, mais y compris sur. On va prendre y compris sur l'Italie où on retrouve des racines ternaires, alors que c'est vraiment le berceau du. En tout cas, c'est là que repose aujourd'hui le Vatican. Toutes ces populations ont été éradiquées. En fait. Et toute cette vision ternaire, elle a été éradiquée par la religion catholique et avant elle, la religion juive. Et derrière elle, ou après elle, la religion musulmane. Ou les religions protestantes. Et ce sont ces religions-là qui dominent le monde aujourd'hui. Notre culture est une culture judéo-chrétienne. Oui, bien sûr. Oui. C'est une culture binaire. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas... la culture indienne est une culture ternaire, la culture de certaines... on va prendre au Mexique pour les muchas, c'est une culture ternaire. Et c'est intéressant pour les muchas. Oui, mais enfin, vous savez, en Inde, Axel Léotard, c'est là où les femmes sont le plus... un des pays où les femmes sont les plus violées et massacrées. Alors, c'est pas forcément... Je ne parle pas d'inégalité des sexes. Oui, d'accord, mais la culture indienne est une culture qui reconnaît la femme comme étant inférieure à l'homme. Donc, bien évidemment que, mais ça n'a rien à voir. Une chose. Non, mais ça montre. Excusez-moi, Axel Léotard, mais je suis obligée toujours de réagir à votre discours parce que sinon on comprend plus rien. Donc, mais ça veut bien dire que c'est pas parce qu'une culture est ternaire que forcément tout va bien, quoi. Non, je suis en train de dire que, en fait, partout où il y a une culture ternaire, il y a une médiation. Et je viens de prendre la population indienne, j'aurais pu prendre à notre avantage, par exemple, la population des Rae à Tahiti. On a là de réels médiateurs familiaux. Et on a là des gens qui sont amenés à pacifier, en fait. On vient les voir au moindre conflit.
Oui, d'accord, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que la question trans pacifie la société aujourd'hui. Je trouve qu'au contraire, excusez-moi, là je fais un petit jeu de mots, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai l'impression, Axel Léotard, qu'il y a quand même un mouvement transphobe un peu fort en ce moment, justement parce que inversement, les trans aujourd'hui revendiquent leurs droits à juste titre. En ce qui me concerne, c'est du moins mon opinion. Alors, qu'il y a un mouvement transphobe, oui, ça c'est une évidence, qui est je dirais même une toute très grosse montée sur ces 2 dernières années, entre 2020 et 2022. C'est une des raisons de ce livre, entre autres. Je crois que ce qui fait lit à ce mouvement, c'est entre autres un défaut de savoir ou un défaut d'histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui prennent la parole sans savoir, les journalistes reprennent ou reportent des propos sans savoir. Moi j'ai vu X titres parlant par exemple d'une déferlante trans chez les jeunes ados. Quand j'ai pris les chiffres de la CPAM, en 2020, il y avait 47 demandes pour des jeunes ayant entre 16 et 18 ans. Oui, mais on était en plein Covid aussi. Mais ça n'a pas d'ému. Alors, on n'a pas les chiffres aujourd'hui de la CPAM, mais quand bien même, il y a une différence entre le Covid et la prise en charge. C'est pas parce qu'il y a Covid que vous n'êtes pas pris en charge dans le cas d'une. Oui, mais il peut y avoir eu un. Non, mais excusez-moi, je suis obligée de vous contredire. C'est mon rôle. Quand bien même, je démultiplierai ce chiffre par 10, quand bien même. Et je pense qu'en 2021 ou 2022, on ne sera toujours pas dans ces chiffres-là. Oui, bien sûr. Mais quand bien même, je le démultiplierai par 10, je suis quand même. Ça ne met pas la société en danger. On est d'accord. Pour un pays qui fait un peu plus de 78 millions d'habitants, je pense. Oui, bien sûr. Mais par exemple, cet argument-là est un argument qui a fait feu de tout bois entre juin, juillet et fin août, par exemple. Vous avez une dizaine de titres dans la presse écrite. Et en parallèle ou en face, il n'y a aucun droit de réponse qui est donné. Accessoirement, il n'y a pas de réflexion, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la reprise de propos. Et je crois que la reprise de propos, elle est juste liée à un défaut d'histoire, un défaut de savoir. Et comment il s'appelle ton livre ? Transidentité, une histoire volée, c'est drôle. Hein. D'accord, oui. Très bien. Et il sort bientôt. Sorti le 17 mai, sorti le 17 mai, édition La Musardine. Ok, super, d'accord. Je serai à Paris bientôt, Marie-Laure, je t'appelle. Ah oui, bien sûr, carrément. Bon, en tout cas, merci Axel Léotard d'avoir pris la parole. Vous connaissez parfaitement bien le sujet, c'était pour ça que j'avais envie de vous donner la parole, parce que c'est vrai que vous avez raison, beaucoup de médias aiment les titres sensationnels et ça reste quelque chose qui est sensationnel puisque c'est marginal, forcément. Merci Axel Léotard. On continue avec vous, Marie-Laure Peretti, et avec Frédéric qui va prendre la parole. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et alors ça tombe très très bien, Marie-Laure Peretti, parce qu'on va terminer l'émission avec Frédéric. Alors Frédéric, c'est le contraire. Vous étiez femme et vous êtes devenu homme. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Oui, effectivement, je suis passée dans le genre masculin vers 51 ans à peu près, oui. D'accord. Tard aussi, pareil Frédéric, tard parce que c'est pas facile, c'est un parcours du combattant. Je vous dirais très sincèrement que en fait j'avais pas réalisé du tout que j'étais transidentitaire. Pour moi je le formulais pas comme ça, mais j'ai toujours été considéré comme un homme en fait. Mais voilà, c'était pas quelque chose que je formulais en termes de transidentité. Et comment vous le formuliez alors? Qu'est-ce que vous vous disiez? Tout petit, j'étais considéré comme un garçon manqué. Ensuite, voilà. Ensuite, pendant très longtemps. Et d'ailleurs, les mots ont leur importance. Un garçon manqué, c'est dévalorisant quelque part. À l'époque, je vous dirais pas tellement. Moi, je suis née en 56. J'avoue que, non, moi, ça me dérangeait pas. C'était mieux que rien. C'était mieux qu'une fille réussie. De toute manière, moi, ce qui est sûr, c'est que sur la vingtaine, j'ai été dans les mouvements féministes. Je suis toujours très féministe et très attachée à l'identité des femmes. Je suis beaucoup plus proche des femmes que je suis pas du genre à
des copains de régiment ou quoi que ce soit, quoi. Je suis un homme, mais un homme qui préfère l'intelligence des femmes. Oui. Vous vous sentez plus proche. Alors donc, on va revenir à ce parcours. Donc, vous ne souffriez pas spécialement donc d'être dans un corps de garçon manqué, on va dire. Non, j'en souffrais pas du tout. Non, c'est vrai que quand j'ai pris conscience que j'étais transidentitaire, donc j'ai choisi de faire un traitement. Vous savez quel est le moment, l'événement qui vous a vraiment tout d'un coup fait tilt, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, en fait, c'est en regardant des émissions sur des personnes transidentitaires que je trouvais très courageuses. Et puis jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais concernée par la transidentité aussi. D'accord. Oui, ça peut arriver souvent, ça, effectivement. Finalement, on arrive à mettre un mot, un nom sur quelque chose parce qu'on voit quelqu'un d'autre qui lui aussi en parle, ou elle aussi en parle. Et du coup, ça éclaire finalement. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs très, très juste, je trouve. Ça éclaire une partie de soi qui était encore dans l'ombre. Hein, je trouve que l'image est assez juste. Oui, tout à fait. Surtout que moi, mon parcours n'a pas été facile relationnellement avec les hommes, ce qui fait que j'en avais pas une opinion extraordinaire, donc ça a certainement freiné le fait de pouvoir réaliser que je suis un homme transgenre, en fait. C'est rigolo parce que, en effet, vous avez eu envie de devenir Frédéric, donc un homme, et en même temps, on entend votre avis assez négatif des hommes. Hein. Certains, en tout cas. C'est vrai, mais je suis née dans un univers d'hommes extrêmement sexiste et j'ai subi un certain nombre de choses. Et je vous dirais que si on veut faire un parallèle avec un homme né dans le corps d'un homme, si vous mettez un homme en prison et qu'il devient un peu la petite copine de tous les types qui sont là, quand il sort, il n'aime pas lui non plus, spécialement les hommes, et pourtant c'est un homme en fait. Oui. Je comprends bien, vous avez... Oui, d'accord. Votre corps a souffert des hommes. Oui, mais enfin au sein de la famille, hein, en fait, parce qu'une fois que je suis partie, je n'ai plus rencontré ce genre de problème. Et d'ailleurs, la plupart du temps, moi j'ai remarqué qu'il y a une certaine forme de peur de la part des hommes. Autant les femmes, elles ne prennent pas ça tellement de cette façon-là, elles sont plus sereines. Mais de la part des hommes, je ressens une certaine forme de peur. Une certaine forme de peur par rapport au fait que vous êtes transidentitaire. Oui. C'est ça. Oui. Et je suis passée dans leur genre, donc... Mais ça, je crois quand même qu'en règle générale, les femmes, Marie-Laure Peretti, sont plus tolérantes. Il me semble. Même vis-à-vis de l'homosexualité, d'ailleurs. Hein. Mais il me semble, oui. Oui, moi aussi, je serais l'impression que dans les l'ensemble. femmes sont plus encore une fois, c'est une généralité, mais en effet, je pense qu'en effet, c'est... On arrive mieux à accueillir une personne trans, qu'elle soit femme vers homme ou homme vers femme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Frédéric. Moi, je vous dirais que dans ma relation avec les femmes, ça ne se voit pas que je suis transidentitaire. Et donc, par exemple, il y a quelques années, j'ai acheté 2 petites maisons parce que je voudrais les restaurer pour loger des femmes transidentitaires, justement. Et donc, la jeune femme qui s'est occupée de me vendre ces maisons avait un très bon contact avec moi. Et c'est vrai que quand elle a eu mes papiers d'identité, donc elle a eu mon acte de naissance entre les mains, c'est indiqué le genre précédent et donc le genre dans lequel on est actuellement. Et c'est vrai que ça a jeté un froid. Elle était très mal à l'aise et elle m'a dit il n'y a pas un problème sur le genre. Je lui ai dit non, ça vous pose un problème. On s'est regardé, on en est resté là. Parce que, moi, je suis très à l'aise dans ma transidentité. Si la personne veut en discuter, je suis prêt à en discuter. Mais voilà, et donc, mais en même temps, je comprends qu'une femme se sente un peu atteinte dans sa vie privée quand elle tombe sur un homme transidentitaire et que ça se voit pas, parce qu'elle a sa façon d'agir avec les hommes et que ça peut la gêner. Elle peut se sentir un petit peu mal à l'aise. Peut-être qu'elle n'a pas suffisamment travaillé sur... sa propre identité. On est d'accord, Marie-Laure Peretti, mais c'est vrai que ça peut interpeller quand même.
Enfin, je veux dire, peut-être que je me rends plus compte. Oui, je crois que vous vous rendez plus compte, franchement. Après, s'il y avait eu un rejet catégorique, ça serait une preuve de transphobie, bien sûr, mais que ça dérange un peu ou que ça interpelle, en tout cas, que ça. Oui, mais aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup. Vous voyez, vous êtes quand même dans le vif du sujet, vous êtes dans la bassine, Marie-Laure Peretti. Je pense qu'il y a plein de gens, et je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis 14 heures, et j'espère qu'on les aura un peu aidés à ne pas être justement trop choqués s'ils tombent sur l'acte de naissance de Frédéric. Mais c'est quand même un sujet qui est complexe. C'est quand même un sujet qui est complexe pour la majorité des gens, me semble-t-il en tout cas. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au courant. En Bretagne, les gens ont leurs activités professionnelles et font un certain nombre de choses. Ils ne sont pas forcément interpellés par la question transidentitaire. Quelquefois, c'est la première fois qu'ils y sont confrontés. C'est pas qu'elle soit transphobe, c'est pas ce que j'ai ressenti. Mais il y a eu quand même un moment de flottement. Ensuite, elle a peut-être évolué sur la question. Je ne sais pas ce qu'elle ressent ou pas, parce que j'ai pas eu l'occasion de la revoir. On n'a jamais discuté de ça. Mais moi, sincèrement, qu'elle ait été choquée, ça me gêne pas plus que ça. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant justement dans votre témoignage, Frédéric, c'est que justement vous êtes tellement, semble-t-il, bien dans votre peau, vous avez fait le parcours, vous êtes à l'aise, et donc vous n'êtes pas dérangé par le fait qu'elle ait été un peu interpellée. Alors que quelqu'un qui aurait encore de la souffrance, je pense, il aurait ressenti ça comme un rejet. Vous voyez, c'est là on voit bien finalement on est un peu des animaux quoi. On sent la peur, l'agressivité de l'autre en fonction de son propre fonctionnement. Ouais. Oui, mais vous savez, même dans les associations, on trouve des problèmes de transphobie. Hein. Je sais. Vous connaissez le problème. Hein. Moi, j'ai été confronté à la transphobie des hommes homosexuels, alors qu'un homme lambda, il s'en fiche un peu, mais un homme homosexuel, si on veut pas avoir des relations intimes avec, c'est la guerre. Hein. Moi, j'ai connu vraiment un relationnel de harcèlement, jusque dans des grandes surfaces où j'ai dû faire des scandales en leur disant soyez gentils quand même, c'est pas des lieux de rencontre, vous voyez. Donc il y a un problème de transphobie qu'on rencontre dans ces associations. Moi là récemment, j'ai été dans une association qui était aussi bien hétérosexuelle que LGBT, et j'ai été confronté à la transphobie finalement notamment d'une femme qui était très matriarche. Et je lui ai dit, mais je me considère l'égal des hétéros et des homos, et je ne me laisserai pas traiter comme quelqu'un d'inférieur. Je ne veux pas raser les murs, je ne veux pas être murmuré au lieu de parler et devoir tout subir. C'est pas ça la vie. Oui, mais en fait, Frédéric, et je vous donne la parole, Marie-Laure, hein, bien sûr. Ce qui est toujours le problème, c'est que dans des associations de trans, on a des fanatiques. Et dès qu'on a des fanatiques, de toute façon, il n'y a que leur vérité qui est la bonne, et la manière dont ils ont fonctionné là où ils en sont qui est la bonne, et donc forcément de l'intolérance. Toute micro-société finalement va avoir un extrême. C'est terrible. Hein. Et dans l'extrême, effectivement, on ne peut pas s'y retrouver, quoi. C'est ce que vous dites, Frédéric, finalement. Mais j'entends que vous êtes assez serein, puisque vous êtes capable de renvoyer l'autre dans ces 24 mètres. Quand il vient trop vous titiller, là, vous êtes capable de dire stop, je me laisse pas faire. Mais moi, je suis plutôt un agitateur. Hein. Il m'est arrivé de passer dans une ville à une dizaine de kilomètres de chez moi et je passais dans la rue. Il y avait un jeune homme qui était adossé au mur et qui parlait avec une jeune fille. Il m'a montré du doigt en rigolant. Quand je suis passé, je lui ai dit ce serait bien d'évoluer parce que vous avez l'air un petit peu bête quand même. Et donc c'est vrai que j'essaye d'interpeller les gens, je peux les bousculer un petit peu. Ouais. Et pourquoi ? Parce que ça vous amuse ? Parce que parce que c'est votre nature ? Je dirais que
ça m'amuse pas, non. Simplement, je pense que c'est important de faire évoluer les gens et que ça se passe un petit peu au moment où les choses se passent. Par exemple, quand je suis arrivée dans les grandes surfaces, 2 fois j'ai été agressée et 2 fois j'ai remis. Il y a un couple. La femme poussait plusieurs fois mon caddie pour prendre ses aliments. Donc la première fois, je lui dis excusez-moi. La deuxième, je me pousse gentiment. Puis la troisième, un peu rigolard, je lui dis ça va, vous avez la classe. Et puis il y a son mec qui a commencé à chercher les histoires et il m'a attrapé au collet. Et je l'ai regardé, il me dit tu manques pas de respect à ma femme. Et je l'ai regardé et je lui ai dit mais c'est pas ta femme qui me dérange. Et là j'ai senti qu'il commençait à avoir peur et je lui ai dit c'est toi. Et là il m'a traité de vieux con, ils sont partis à une vitesse énorme. Et pareil avec un couple de jeunes quelque temps plus tard, pareil dans une grande surface. Et il y a le gars qui a commencé à rouler ridiculement, à venir vers moi. Je lui ai fait face, on allait se battre. Il est parti se cacher derrière sa copine. Donc il y a quand même des réactions qui sont vous laissez pas faire, Frédéric. Formidable. Vous laissez pas faire. Merci. Je suis ravie de te terminer par votre témoignage, Frédéric, parce que ça montre une chose dont je suis certaine, c'est que lorsqu'on est bien dans ses baskets, quelle que soit la pointure, on a en face de soi des gens qui finalement n'osent pas nous affronter. C'est une belle manière de conclure cette émission. Je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont témoigné. Je ne savais pas du tout comment on allait faire cette émission sur un sujet qui est en effet compliqué, complexe. J'étais sûre que Marie-Laure Peretti serait parfaite. Merci, mais Brigitte. On a eu que des témoignages qui, je pense, font avancer un petit peu les choses et je les en remercie.